La santé, pour nous, je pense que c'est d'être capable de faire ce que tu veux faire quand tu veux le faire. D'être capable d'aller courir si ça nous tente, d'aller faire de la raquette, d'aller marcher. C'est ça la santé. Qu'est-ce que je faisais comme travail dans la vie? J'étais professeure et j'enseignais dans les classes pendant 4 ans. Et après, j'ai bifurqué en éducation physique. J'ai enseigné tout le restant de ma carrière en éducation physique. J'ai adoré ça. Ce que j'aime le plus de Bruno, c'est son sourire. On s'est rencontrés pas par hasard, à la danse. On suivait toutes les deux des cours de danse au même endroit. Puis quand arrivé à un moment donné, à tous les mois, il y avait comme un souper. On avait une table d'amis. Puis Bruno, il était ailleurs, là, quelque part. Mais on avait un ami commun qu'on ne savait pas. Puis il dit à Bruno, il dit, il y a toujours de la place à notre table. Il dit, tu peux venir t'asseoir. C'est le même qu'on s'est rencontrés. Tu n'as quasiment pas parlé de la veille. La vie, c'est un jeu, mais le golf, c'est vrai, c'est sérieux. C'est ça qui est marqué sur la tasse. Oui, ça doit. C'est ça qui est marqué sur la tasse. La santé des aînés, c'est quelque chose qui est individuel, là. Chaque personne a son historique. Puis à l'âge adulte, ben, les gens ont une santé qui se ressemble plus là, dans la vingtaine, trentaine, quarantaine. Puis après ça, à mesure que l'exposition à des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques, des maladies, etc., va se manifester, bien là, les gens commencent à avoir des profils de plus en plus différents au fil du temps. Puis on appelle ça l'hétérogénéité fonctionnelle, entre autres, c'est-à-dire que les gens, à un même âge, vont avoir un profil de santé puis d'autonomie très différent. Ouais, ta santé... Nous sommes très en santé. Oui. Le matin, on fait nos exercices à tous les matins. Oui. On va à la piscine ensemble. On va à la piscine. Conditionnement physique et à l'aérobie. Il y a certaines personnes qui ne sentent pas l'âge qu'ils ont parce qu'ils ont la chance de vieillir en relativement bonne santé. Puis souvent, on les trouve chanceux, mais quand on regarde un peu leur parcours ou tout ça, ils ont probablement, sans trop le vouloir, implanté la bonne recette, eu des meilleures habitudes, eu la chance de ne pas être confronté à des maladies infectieuses, des maladies chroniques plus tôt dans leur vie. Fait que ça aide, mais il y a aussi une question d'attitude face à la vieillesse. Puis je pense que comme société at large, on est encore en retard sur l'adaptation de notre mentalité autour du vieillissement. On a encore une mentalité où vieillir, c'est poche, vieillir, c'est décrépir, vieillir, c'est plate, alors que l'alternative n'est pas tant intéressante. On vieillit tous, puis est-ce qu'on a envie d'être considérés comme des personnes vieillissantes? Et ça, c'est vraiment important parce que on avait ces stéréotypes liés à l'âge, puis la nouvelle génération de personnes âgées, elle ne se reconnaît pas dans ces stéréotypes. Et pourtant, cette nouvelle génération de personnes âgées, elle les a, ces stéréotypes. C'est-à-dire, si je lui pose la question d'une personne âgée, elle a toujours cette personne, la personne très, très vieille, démente, avec des représentations qui peuvent être négatives du vieillissement. Mais si je la confronte par rapport à elle-même, son propre vieillissement, là, tout de suite, ça change. Des représentations très, très positives du vieillissement qu'elle a pour elle. Ah, moi, je vais bien vieillir, je suis différent comparé à tel autre. Et ça, c'est intéressant parce que le fait qu'on a un changement dans cette génération qui veut davantage faire partie de la société, c'est une bonne chose parce que ça veut dire en fait qu'on a une société en fait qui va prendre en compte tout le monde. Et ça, c'est important parce que c'est là un autre aspect de ma recherche. Avec Guillaume Vallée, on s'y intéresse, c'est la question en fait des effets justement de l'intériorisation des stéréotypes liés à l'âge. Et le fait d'être victime aussi de discrimination liée à l'âge fait qu'à la fin, on se sent vieux. Parce que l'image qu'on nous renvoie nous dit en fait qu'on est vieux. Et lorsqu'on intériorise ces stéréotypes, ces représentations négatives du vieillissement, ça va avoir des effets sur la santé cognitive, ça va avoir des effets en fait sur notre santé globale.
Là, tu veux passer dans le petit chemin? Regarde, si on passe ici, là, Ouais. on va passer ici. Par rapport aux générations précédentes, regarde, les personnes ne vivaient pas aussi vieux. Il y avait très peu de personnes qui se rendaient à 80. Tu sais, je veux dire, dans le temps de mes parents, là, ceux qui se rendaient à 70 étaient déjà, puis ils étaient vieillards. Tandis que nous, à 70, on pète le feu, même à 80. Tu sais, je veux dire, je pense que la santé puis le bien-être a pris beaucoup de pouvoir avec les années. Tu vois, ici, on est rendu à la croisée des chemins. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que la façon en Occident dont on comprend le vieillissement en général est liée quand même si on se dit objectif en sciences, à une certaine forme d'agisme, voire de capacitisme au sens où on va avoir tendance à décliner les capacités qui changent vers quelque chose qu'on trouve moins positif avec le temps, mais mettre moins en lumière les capacités qu'on gagne en vieillissant. Il me semble qu'il y a d'autres sociétés non occidentales qui mettent davantage ça en valeur que nous. En fait, quand on regarde le processus de vieillissement d'une manière plutôt neutre, quand surtout on le positionne qu'on vieillit à partir du jour 1 de notre vie, puis que c'est le fait d'avancer en âge qui fait qu'on vieillit, on ne vient pas donner une connotation négative à ce vieillissement. C'est après la manière dont on l'aborde négativement, où on dit, ben là, le vieillissement s'accompagne d'une perte de capacité avec des troubles fonctionnels. Et là, de là, part plein de programmes, plein de structures, etc. Je pense que c'est là que vient le biais ou cette idée de capacitisme, où est-ce qu'on valorise certaines capacités par rapport à d'autres. En gérontologie sociale, on est vraiment dans la posture où tout le monde vieillit. C'est un phénomène naturel qui mène à la mort, hein? On va pas se le cacher. Mais c'est pas vu avec une connotation négative ou positive. Le vieillissement, comme définition, il nous apporte un changement au niveau de nos structures biologiques, en passant par une diminution du fonctionnement du système, soit cellulaire, métabolique. Donc, notre système devient un peu plus lent. Tous, on va vieillir. C'est un processus naturel, normal. Nous avons une espérance de vie jusqu'à 85. Les femmes un peu plus que les hommes. Alors, nous avons donc de belles années devant nous. Jusqu'où on va être capable de vieillir? Et là, on s'est rendu compte qu'on touche un mur. On touche 117 ans, donc on aurait un 120 ans maximum. Puis là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que qu'est-ce qu'ils nous disent les personnes âgées qui vieillissent? Est-ce qu'elles veulent vraiment atteindre cet âge de 120 ans? Ce qu'elles nous répondent, c'est que moi, le plus important, c'est de vieillir en bonne santé. C'est-à-dire que l'idée d'éprouver pendant 30 ans de la maladie, ça ne réjouit personne. Et donc là, en fait, a commencé à arriver l'idée qu'un indicateur d'une société développée aujourd'hui, c'est l'idée de l'espérance de vie en bonne santé. Et donc, tout l'enjeu va être de mettre en place des stratégies pour faire en sorte que notre fin de vie, elle soit la plus qualitative possible. Et non pas de maintenir coûte que coûte un espèce d'acharnement à la vie, mais avec un déplaisir au quotidien, de la souffrance, de la douleur, à la fois pour la personne et pour ses proches. Pour aider à notre cognitif à rester alerte, je pense que à tous les jours, il faut s'organiser pour faire travailler notre cognitif d'une façon pas exagérée, mais on joue au Romy, qui nous permet de faire... Ça demande beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup de petites astuces qu'il faut que tu saches. Après ça, sur ma tablette, je me suis inscrite à Lumosité. Lumosité, c'est un site où tu as énormément de petits jeux qui te demandent de porter vraiment attention. Il arrive un tableau, puis là, il nous arrive des... Puis là, ils s'en vont. Il faut se rappeler où est-ce qu'étaient les couleurs. Puis là, on les fait. Si on est correct, regarde, j'ai pas pesé à la bonne place. Fait que, sinon, il s'en va. Puis là, il m'en apparaît un autre. Puis je ne l'ai pas fait correct. C'était ça, l'affaire. Bon, il m'arrive un autre. Si nos capacités cognitives diminuent en âge, je pense que, je ne sais pas pour d'autres personnes, mais me concernant, je pense que oui, ça diminue. Parce que notre manque d'attention, peut-être,
Et il y a une autre affaire. L'attention, c'est bien quand tu veux porter attention que tu te rappelles de ce que tu veux te souvenir. Parce que ton attention, si tu fais vraiment attention, tu vas t'en rappeler. Mais qu'importe, c'est peut-être plus difficile de toujours tout se rappeler. Puis des fois, on oublie des petites affaires, puis on se dit, mais je pense que je regarde avec ceux avec qui je vis, on est un petit peu tout le monde de même. Ah, qu'est-ce que... Puis on oublie des choses, mais rien de grave, je pense. Le déclin cognitif, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup, beaucoup les gens. C'est la crainte de tout le monde de finir ses jours en soins prolongés là, avec une maladie d'Alzheimer sévère. Ce qui va distinguer la normalité d'un déclin cognitif versus un déclin pathologique, je dirais que le marqueur, c'est le niveau fonctionnel. Avec le vieillissement normal, même au plan cognitif, on est supposé d'être capable de faire nos activités du quotidien sans continuellement être perdu, pas se retrouver, répéter les mêmes affaires. On est supposé être capable de suivre des conversations. On est supposé être capable de rester finalement relativement autonome à faire ce qu'on fait dans notre quotidien. C'est ça le marqueur. Si ça me fait peur de perdre mes facultés cognitives, je te dirais que oui, parce que en vieillissant, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'entourent qui il y a eu des pertes d'autonomie. Mon mari, il a fait de l'Alzheimer. Ses sœurs ont fait de l'Alzheimer, puis on s'en est bien occupé. Puis c'est tout l'entourage qui est pris dans ça. Puis je voudrais pas faire vivre ça comme personne. Mon mari voulait pas vivre ça, puis ses sœurs non plus. Puis dans ma famille proche, il n'y en a pas, mais mes enfants, ils disent souvent, du côté de mon père, il y a les Alzheimer, du côté de ma mère, il y a le cancer. Fait que c'est des maladies qui sont pas agréables ni d'un bord ni de l'autre. Puis je pense que de voir quelqu'un en perte d'autonomie, pour les enfants, c'est vraiment pas drôle. Même pour toi, le conjoint, c'est pas drôle. Tu voudrais toujours avoir conscience de comment il était, puis il l'est plus. Fait que puis tu dis, je voudrais pas avoir à vivre ça. Ce qu'on sait, c'est que lors du vieillissement, il va y avoir certains enjeux à cause de changements biologiques et neurophysiologiques qui s'opèrent lors du vieillissement. Et c'est pas un effet, en fait, que lorsqu'on arrive, par exemple, à 60-65 ans, d'un coup, déclin cognitif. Non, non, non. Ce déclin cognitif, il a été montré, puis ça a été répliqué dans de nombreuses études, ça commence dès l'âge de 25 ans, 30 ans. C'est très, très tôt que les effets de l'âge se font sentir. Et tout au long de notre vie, en fait, on va perdre certaines capacités cognitives. Dans le vieillissement pathologique, donc qui est le plus souvent, en fait, un effet de maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, qui est la plus connue, ce qu'on essaye de comprendre, c'est pourquoi les gens la développent. Tu vis plus avec la personne que tu as vécue parce qu'elle est plus capable. Tu vas dans un spectacle avec quelqu'un, comme le regarde, on apprécie telle chose, mais tu peux pas demander ça à quelqu'un qui fait de l'Alzheimer, il se rappelle pas ce qui s'est passé 10 minutes avant. Alors, tout ce que tu vis le moment présent, tu essaies de y accorder l'attention qu'il a besoin, tu essaies qu'il soit le mieux possible sans douleur, ce que j'avais dit au docteur quand je l'ai placé. J'ai dit, je le sais qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais au moins, je ne veux pas qu'il souffre. Je veux qu'il ait le mieux de ce qu'il est capable de subir. Bien, c'est ça le pire. Tu sais que je veux dire, tu ne peux pas revenir sur des souvenirs, il les a oubliés. Tu ne peux pas revenir sur ce que tu as vécu. Fait que c'est toujours... c'est toute cette absence-là qui est la plus dure à... Aujourd'hui, les travaux montrent que la maladie, elle met à peu près 15 à 20 ans avant de s'exprimer. Et donc, est-ce qu'on a des prédispositions? Évidemment, oui. Néanmoins, il y a seulement moins de 5% des cas dans le monde qui sont des formes génétiques héréditaires de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, dans ces familles, on sait que tout le monde va être touché. Mais il y a 95% des autres cas de maladie d'Alzheimer qui ne sont pas héréditaires, qui ne sont pas en fait liés à ce contexte-là. Donc c'est que l'environnement joue. Alors c'est dans ce contexte qu'on a notamment un projet ici à l'Université GIEPEC à Trois-Rivières qui va être d'offrir avec l'Université du troisième âge
une intervention qui est un cours d'apprentissage de l'anglais pour des personnes qui le désirent et qui vont en fait avoir la possibilité de développer un nouveau vocabulaire. Lorsqu'on est dans l'apprentissage de langue seconde, on va mobiliser en fait des nouvelles régions dans le cerveau. On voit l'activité de chaque petite électrode qui est sur le casque. Chaque ligne correspond à une zone du cerveau, puis on voit son activité en ligne. Pourquoi faire ça? C'est dans l'idée, en fait, de pouvoir augmenter notre capacité cognitive. Je suis à la retraité depuis peu et puis je tends à demeurer actif, soit tant physiquement que cognitivement. Donc, lorsqu'il y a des petits projets de recherche comme ça, on y participe, on lève la main pour y participer, puis c'est très intéressant. L'intérêt de participer à une étude clinique comme celle-ci, c'est tout simplement de générer un intérêt, un stress positif pour tout le temps être dans une situation hors de mon confort ou de mon contrôle, même si ça demeure facile. Donc, on essaie de toujours se stimuler cognitivement. Il y a quelque chose d'important au niveau de l'éducation, en fait, parce que ça a stimulé très précocement les zones du cerveau des enfants pendant l'adolescence et à l'âge adulte, qui fait en sorte que ça les a stimulés pendant tout ce temps. Mais des personnes, en fait, qui ont un travail cognitivement stimulant, des personnes qui ont des loisirs cognitivement stimulants ou des activités de bénévolat cognitivement stimulantes, vont construire tout au long de la vie cette réserve. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est capable de mesurer l'activité cérébrale, à la fois les changements cognitifs, mais aussi les changements neurophysiologiques suite à l'apprentissage d'une langue seconde. On veut vraiment voir l'impact de l'apprentissage d'une langue seconde sur l'inhibition parce que c'est vraiment comme une fonction qui est primordiale dans notre quotidien. On l'utilise vraiment pour tout, pour conduire, juste pour retenir un numéro de téléphone ou des choses comme ça. Ce qu'on veut, c'est surtout que nos participants soient rapides et précis. Ça va vouloir dire que l'inhibition fonctionne bien, sont bien capables d'ignorer les distracteurs qui sont pas pertinents, dans le fond, à l'information qui est importante. J'ai pas analysé encore mes résultats. J'espère voir une différence avant-après, dans le fond. Ce que je cherche à regarder, si mes participants, par exemple, sont plus rapides après, s'ils sont plus précis après, vraiment, s'ils se sont améliorés, dans le fond. Comment que je me garde occupé? Bon, tout simplement, actuellement, on a la chance de pouvoir pratiquer beaucoup de sports encore. Je pratique le vélo de route et le vélo de montagne et aussi le jogging. On a à Trois-Rivières beaucoup d'espace naturel. J'envisage ma propre vieillesse en espérant garder toute ma tête, mes aspects cognitifs et en espérant que mon corps puisse suivre aussi. Donc, on essaie avec l'alimentation, en demeurant actif cognitivement et physiquement, on espère toujours pouvoir repousser à plus tard et avoir une belle vieillesse. La sédentarité, c'est pas un problème chez les aînés, là. La sédentarité, c'est un problème chez tout le monde dans notre société. À 65 ans ou avant, on te dit, ben là, c'est le temps de prendre ta retraite. Va t'amuser. Profite-en. Puis, ce qu'on réalise, c'est que les gens, une fois à la retraite, oui, ils vont s'amuser puis faire toutes sortes d'affaires, mais il y a une partie de ces gens-là qui quand on regarde les statistiques sur l'utilisation de la télévision chez les aînés, après 65 ans, on se rend compte qu'ils ont remplacé le travail par la télé. Dans un organisme comme le Service amical Basseville, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont avoir des programmes pour mettre les gens en action. Je voyais les gens tantôt là, en train de faire les exercices. Il y a déjà un programme qui s'appelait Accès Nature. Les gens allaient marcher en nature. Donc, d'avoir comme ça des événements organisés, je pense que c'est porteur. J'ai eu la chance de faire une étude cet été avec 15 patients qui avaient la maladie de Parkinson et avec une équipe de recherche, des collègues, des chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi et des étudiants, nous avons avancé une étude pour documenter donc l'effet d'être en nature
Donc, avoir un programme d'activité physique qui est réalisé avec une interaction sociale, mais aussi avec une connexion avec l'arbre, la feuille, l'environnement. Et c'était des résultats extrêmement positifs. Nous allons publier ces résultats à partir de 2025, mais de plus en plus, il y a des évidences qui démontrent que le temps en nature, le temps en plein air, démontre des effets extrêmement importants pour autant améliorer notre condition physique que celle au niveau de la santé mentale, soit une diminution de la dépression, du stress, et une amélioration de la sensation de bien-être. Donc, il y a plusieurs choses encore à découvrir, mais le message est la suivante. Oui, nous devons passer du temps en nature, à l'extérieur, peu importe la saison. Marcher dehors, dans la forêt, là, Ouais. c'est merveilleux. Quand on était plus jeune, on faisait plus d'activités extérieures, mais là, on essaie de faire celles qu'on peut, la marche, la raquette. Aller marcher, c'est bien agréable. La journée qu'on ne sera plus assez autonome, on voudrait bien avoir la possibilité d'avoir l'aide à mourir pour ne pas vivre dans un CHSLD. Encore là, tu as une certaine partie de CHSLD quand tu es en... Comment je te dirais? Quand c'est physiquement que tu n'es pas en forme, c'est bien différent que quand tu es psychologiquement pas en forme. Parce que des fois, c'est difficile de vivre dans une résidence comme ici, autonome, mais que toi, physiquement, tu ne l'es pas assez, mais que ta tête est toute là, tu as encore du plaisir à vivre. Moi aussi, longtemps que tu as du plaisir à vivre, je me dis, tu es conscient, bravo. Après ça, je pense que ça vaut plus la peine de vivre. Moi, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, là, puis je pense Bruno aussi. Ouais. Fait que la journée qu'on sera plus assez autonome pour avoir du plaisir à la vie, bien, je m'entends trouver une façon... Surtout la danse. de danser longtemps. C'est ça. Ce qu'on constate quand on est à l'intérieur du système de santé, on se ramasse à recevoir à l'hôpital, finalement, des gens qui se sont dégradés sur une longue période. Souvent, un déclin qui commence, puis qu'on aurait pu capter avant qu'il soit trop tard. J'ai toujours trouvé ça triste comme gériatre, d'être à l'hôpital, puis me dire, mon Dieu, il me semble que si on avait fait quelque chose, là, 3 ans, ou s'il y avait eu un service X, Y, Z pour faire de la prévention, peut-être qu'on aurait évité une dégradation accélérée de la santé de la personne. Par un concours de circonstances, j'en suis venu à développer cette idée-là de gériatrie sociale, d'aller voir en communauté, est-ce qu'il y aurait une opportunité de prendre les mêmes principes que ce qu'on véhicule en gériatrie plus traditionnelle, si on veut, là, à l'hôpital, voir comment on pourrait mettre ça en branle en communauté, comment on pourrait... Est-ce qu'il y a un potentiel d'aider les gens à rester en santé à domicile, à rester en santé dans leur communauté? Comment on ferait ça? Puis c'est ce qu'on essaie d'amener avec la gériatrie sociale, c'est-à-dire cette capacité-là de voir les problèmes qui vont arriver dans le futur, puis de se dire, bien, il y a une opportunité d'intervention. Je pense qu'un des exemples qui nous permet de bien comprendre ce système-là qu'on a à créer à partir de nouveaux paramètres, c'est l'exemple d'un des projets de gériatrie sociale, celui de Granby, où on a contribué à former à l'approche de gériatrie sociale les paramédics de la région. Ils reçoivent l'appel, vont aller voir la personne, puis là, vont constater que la personne a des difficultés au plan de l'autonomie, vont faire toutes sortes de constats sur l'environnement physique de la personne. On lit les yeux d'infirmiers-infirmières pour un peu examiner l'intérieur de l'appartement, de la maison, puis voir les besoins de la personne. Donc, avec la petite formation qu'ils nous ont donnée d'une journée, on peut après ça voir, cette personne-là aurait peut-être besoin de pièces d'équipement pour la mobilisation, de l'aide pour les repas. Fait que nous, on est capable, avec 4 yeux, capable de voir, puis se consulter, puis après ça, offrir à la personne, si elle est d'accord, qu'on l'oriente vers la gériatrie sociale. Ce que la gériatrie sociale a amené à Granby, c'est cette capacité-là d'avoir une équipe qui est dans la communauté, dans laquelle il y a une clinicienne du CLSC, l'infirmière, mais aussi des paramédics qui comprennent c'est quoi la gériatrie sociale. Quels sont les éléments importants de leur évaluation qu'ils ont fait à domicile, qui va être nécessaire à l'équipe de gériatrie sociale. Puis on a créé un canal de communication directe, dans le fond, entre
les paramédics et l'équipe de gériatrie sociale. Puis ce que ça permet, bien, c'est de capter toute l'information sur l'environnement de la personne en direct avec le paramédic, puis profiter de cette occasion-là pour amener l'information, amener la personne à recevoir des services plus directement que par la chaîne habituelle qui fait que la personne va devoir passer par un travailleur social, une ergo ou d'autres mécanismes dans le réseau. Là, on va aller voir une dame qu'on a déjà eu un signalement avec cette personne-là. Je pense que ça avait bien été. On va aller voir avec la personne les services qu'on lui a offerts, qu'est-ce qu'on a pu y apporter. Bonjour. Bonjour, Mme Foisy. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va mieux. Ça va mieux. On va s'asseoir, on va aller prendre vos signes vitaux, puis on va examiner comment ça va aujourd'hui. OK. Parfait. Fait que la dernière fois qu'on était venu, vous, c'était une chute, on avait tombé. Oui. Alors, je prenais mon bain, puis comme pour m'asseoir, j'avais une planche qui va de côté à l'autre du bain. Je ne sais pas si j'ai fait un mouvement de côté ou quoi, mais la planche s'est écrasée. Les caoutchoucs ont twisté, puis ça s'est écrasé dans le fond du bain. Puis là, vous avez réussi ou des gens ils ont réussi là, à ça nous m'a appeler? pris du temps. Là, j'ai crié, j'ai besoin d'aide, allô, j'ai cogné dans le bain, mais bon, il n'y avait personne en haut, personne à côté. Puis c'est mon voisin de l'autre côté qui a fini par passer. Le voisin a appelé 911, puis ils sont venus. De là, nous, on vous a parlé de la gériatrie sociale. Oui, que je connaissais pas. Vous ne connaissez pas. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Votre taux d'oxygène, puis votre pouls. Tout est beau. Ouais. Bon, ben, pas besoin de médecin. Ben, Merci beaucoup. Plaisir. Continuez. S'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez. On viendra vous voir. Là, j'ai comme une assurance. Il y a quelqu'un que je peux appeler Josée. Elle va me donner des idées. Elle va m'aligner sur quelque chose ou elle va me dire ce qu'elle pense de telle chose. Ça me sécurise beaucoup. Parce que je vis seule, j'ai pas d'enfant. Attendez, il est un petit peu... Désolée, mes pieds ne touchaient pas par terre. Généralement, on répond à nos alertes là, en 24-48 heures, gros max. On se déplace chez tout le monde parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent à domicile qu'on ne peut pas voir au téléphone. Tu sais, Madame Foisy, quand je suis venue ici la première fois, bon, ce qu'on s'est fait dire, c'est bon, elle a fait une chute dans le bain, mais quand je suis venue à la maison, ben là, c'est ça, on est capable de réaliser qu'elle a de la difficulté à se déplacer, fait que peut-être qu'on pourrait faire une demande pour un transport adapté. Oh, elle a de la difficulté à se lever d'une chaise, on peut peut-être adapter le tout. Madame Foisy est super, là, elle fait tout adapter par elle-même. Elle est vraiment, c'est une cliente en or. C'est un modèle à suivre. Comme ça, je sens que je peux faire longtemps chez moi. Puis je veux rester chez moi, là. Pour le reste, je suis assez autonome. Bien, je pense que j'ai eu le sentiment de vieillir plus tôt que j'aurais dû. Il y a 20 ans, là, quand j'ai commencé à faire de la fibromyalgie, là, tu vas plus à la discothèque, tu sors plus, tu marches plus beaucoup, tu as de la misère de plus en plus à monter dans l'autobus. Fait que j'ai restreint mes activités. Je prends mes médicaments de façon régulière. J'en prends 4 par jour. Puis là, j'ai commencé à prendre de la vitamine C, B12, que je ne prenais pas les autres années, mais je me dis ça. Puis je le sens que ça me donne un petit peu d'élan. Ça me supporte, là. Ça compense aussi pour les médicaments, des fois, qui m'endorment. J'ai ma dosette que je remplis à mesure. Puis quand j'ai un problème au niveau des médicaments, je parle toujours au pharmacien, puis j'ai une bonne réception, là. L'usage optimal des médicaments, ça change pendant votre vie. Des fois, dans les années quarantaine, cinquantaine, on peut prendre un médicament pour prévenir un problème. Médicament pour traiter le cholestérol ou prévenir un infarctus au myocarde. Mais quand on est rendu à l'âge de 80 ou 90, ça se peut que les médicaments pour traiter le cholestérol ou prévenir des événements, que c'est plus nécessaire. Et tous les médicaments ont des effets secondaires. Alors, l'usage optimal, c'est différent pour chaque patient, à chaque âge, avec leurs conditions médicales. Et aussi, ça dépend sur leur valeur. Tu sais, à un moment donné, tu te fais traiter par le chiro, tu te fais traiter par le physio, puis il t'amène du bien, puis il te fait du bien, mais ce n'est que temporaire. C'est comme un petit peu une pilule. Par contre, la pilule est peut-être moins
c'est moins bien que l'autre. Mais à un moment donné, la petite pilule peut peut-être faire effet pour t'enlever une douleur qui te permet d'apprécier plus la vie. Il y a des patients où c'est très important de garder l'autonomie, de continuer à conduire. Alors, pour ces médicaments, ça se peut que l'usage optimal des médicaments va être un usage des médicaments qui n'a aucun effet sur le cerveau. Alors, on va essayer de prescrire des médicaments qui affectent la mémoire et la balance. Mais souvent, le public prend les médicaments et ne questionne pas la nécessité. Et il pense que si c'est prescrit par un médecin ou un pharmacien, que ça aide et qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Alors, souvent, le public hésite de demander pour une revue des médicaments, mais c'est très important pour voir est-ce qu'il y a des médicaments qu'on peut peut-être diminuer ou cesser pour optimiser leurs conditions selon leurs valeurs. Mais quand même, dans un pays riche où on a des sous, on entend souvent dans le discours « Ah, il manque de ressources ». Bien, c'est plus ou moins vrai. C'est la façon dont on distribue nos ressources qui fait en sorte qu'effectivement, sur le terrain, dans les résidences, on en manque. Mais il y en a de l'argent, elle est ailleurs et dans d'autres portefeuilles. Quand on regarde la tarte sur le budget au Québec, 90 % du budget est alloué aux actes médicaux, puis pharmacologiques. Donc, il reste simplement un 10 % pour tout le reste. Fait que ça veut dire les préposés aux bénéficiaires, les ergothérapeutes, la réadaptation. Donc, c'est pas beaucoup. Fait que bien sûr, ça fait qu'on est dans des contextes organisationnels peu favorables à la réponse adéquate aux besoins des résidents, notamment des aînés, surtout dans le contexte où, si on compare à il y a 80 ans, quand les personnes âgées commençaient à aller dans des centres d'hébergement, c'était des personnes relativement autonomes, semi-autonomes. Oui, ça a changé. Là, c'est plus ça. C'est beaucoup de besoins, mais les budgets n'ont pas nécessairement suivi, au contraire. Si les gens n'ont pas suffisamment de formation par rapport à la santé des aînés, par rapport aux soins aux aînés, par rapport à c'est quoi vieillir, bien c'est sûr qu'on va avoir comme résultat un système qui est un peu âgiste. Puis je dis pas ça parce que individuellement, les gens sont âgistes. Je dis ça parce que systémiquement, on se ramasse à avoir un système qui est âgiste. La maltraitance organisationnelle est souvent involontaire, mais elle va avoir des impacts, des conséquences sur les aînés. La réponse plus ou moins adéquate à leurs besoins, mais elle peut avoir aussi des conséquences sur les proches, les familles. Il y a beaucoup de formes de maltraitance organisationnelle, de type. Et en fait, il y a des exemples de toutes sortes. Notamment, je pense à l'exemple de la dame avec son sandwich. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, tout à fait. C'était l'idée qu'une personne aînée était en train de manger. Puis dans les processus organisationnels, le dîner dure 40 minutes pour dire quelque chose. Ouais. Et les intervenants, après 40 minutes, avaient comme consigne de passer d'une chambre à l'autre, ramasser les plateaux. Je me rappelle d'un ergothérapeute qui nommait la situation d'une dame qui était en train tranquillement, qui avait peut-être des gestes plus ralentis ou peu importe la raison, qui était en train de prendre une bouchée de son sandwich, puis elle a dû lui enlever des mains pour ramener le plateau à la cafétéria. Donc, c'était pas dans le but de dire je lui arrache le sandwich par plaisir ou par méchanceté, mais parce que moi, je me fais dire qu'à telle heure, je ramène les plateaux à la cafétéria. Nous, on avait vu, par exemple, dans la recherche qu'on a menée sur les enjeux éthiques vécus en ergothérapie, que 60 % des enjeux vécus en ergothérapie étaient reliés à de la maltraitance organisationnelle. Donc ça avait été une découverte qui nous avait étonnés à l'époque. Moi, ce que j'aurais le plus peur de la maltraitance, là, nous concernant nous, là, je pense qu'on est capable, dans l'état où est-ce qu'on est, d'être capable de se défendre puis garder notre jugement. Si on perd notre autonomie, puis si on manque de prendre comme si tu es malade, si tu fais de l'Alzheimer, si tu manques ton cognitif diminue, je pense que là, tu peux vivre de la maltraitance. Parce que, ou tu le sens un petit peu plus parce que les autres, tu es beaucoup plus dépendant des autres.
Fait que là, peut-être que je regardais une de mes belles-sœurs qu'en vieillissant, qu'elle disait, il me force à m'habiller. Ou bien à mettre une affaire que je voudrais pas. C'est pas parce qu'elle a forcé, c'est parce qu'elle, étant donné qu'elle était moins capable de le faire elle-même, il faut bien qu'à un moment donné, eux autres, ils s'impliquent dans ça. Fait que c'est tout ça qui fait que la maltraitance, c'est difficile à juger. Quand on a parlé de la maltraitance organisationnelle, notamment notre guide qu'on a créé, c'est un guide qu'on a créé de manière collaborative et de manière intersectorielle. Et ça, l'intersectorialité, c'est un élément qui est de plus en plus mis en valeur quand on doit réfléchir à des problèmes complexes, comme la maltraitance organisationnelle, et comme les enjeux de répondre aux besoins des personnes vieillissantes qui sont de plus en plus nombreuses dans notre société. Donc, l'intersectorialité, c'est cette idée qu'on va briser les silos entre différents secteurs. C'est d'arrêter de penser que des enjeux de santé doivent être abordés par le secteur de la santé. Oui, ils font partie de l'équation, bien évidemment, mais d'autres secteurs peuvent réfléchir aussi à comment mieux supporter la santé d'une population. Je pense par exemple aux acteurs municipaux qui sont de plus en plus interpellés face à la santé de leur population. Pensons à des organisations comme par exemple à l'époque, Post Canada avait un impact important parce qu'il allait chez les personnes, donc il rencontrait les gens, il leur parlait. Donc comment ensemble, comme société, mais différents secteurs de la société, on peut travailler, briser nos silos et apporter des idées différentes à un même phénomène, différentes facettes qui peuvent se compléter pour être capable de solutionner des enjeux complexes. Parce que c'est pas vrai, ou en tout cas c'est très rare, qu'un seul secteur est capable de le faire seul. Et le vieillissement, je me sens vieille. Puis des fois, je me dis, je me sens plus vieille que je devrais me sentir. Si j'avais une meilleure santé, mais ça paraît pas, tu sais. Des fois, on va me dire, ben va marcher, Hélène. Ben oui, va marcher. Je fais un coin de rue, j'ai plus de souffle, puis mes jambes me portent pas. Puis c'est pas juste à cause de mon poids, parce que c'était de même il y a 20 ans, donc j'ai pris du poids tout ce temps-là. Le fait de vivre seul depuis longtemps, ça rend un peu taciturne, t'es pas habitué au bruit, t'es pas habitué d'écouter plein de monde, je serais pas bien dans un milieu où il y a plein de monde. Je me sentirais le bruit, puis interpellée par un tel. Je me sentirais pas bien. Tu vois, mon mari, ça fait 6 ans qu'il est décédé. Bruno, sa femme, ça fait 5 ans. Ouais. Puis on a vécu tout seul quand même plusieurs années. Le fait d'être seul, tu es capable de vivre. Quand tu passes au travers d'un deuil qui n'est pas facile, mais il faut que tu le vives pareil. Puis après ça, tu te rends compte que très souvent, on a vécu aussi pendant la pandémie, cette partie-là, où les enfants ne pouvaient même pas venir, tout ça. Ouais. Quand tu arrives et que tu as quelqu'un dans ta vie, tu n'es jamais tout seul. Puis tu peux être seul si tu veux, parce que il s'en va prendre une marche, il s'en va ailleurs. Tu sais, à deux, tu peux être seul. C'est pas le fait que tu es deux, que tu es... Mais le fait d'avoir une présence fait que c'est très différent. Mais il faut que tu sois capable de vivre avec toi-même. C'est en plein ça. Si tu n'es pas capable de vivre avec toi-même, tu ne seras pas plus heureux ailleurs. C'est vrai, ça. Ouais. Il y a une étude très intéressante qui a été développée à Harvard University. Maintenant, c'est qu'ils ont démontré qu'indépendamment de l'argent, indépendamment du milieu où tu viens, ce qui est le plus important, si vous avez des connexions sociales, si vous avez des interactions sociales, les groupes de personnes qui avaient plus ça, il y avait moins de comorbidité, avaient une vie plus réussie, avait aussi un effet protecteur au niveau de la santé mentale. Il y avait un état de bien-être bien positif. Alors, c'est des personnes qui avaient gardé les amitiés, avaient gardé les relations de travail un peu plus positives. Mon message, c'est aujourd'hui, pour la plupart de mes patients et même mes patients au niveau de mes projets de recherche, c'est de conserver vos relations sociales, de conserver vos amitiés, de conserver une interaction avec les gens. L'être humain était fait aussi pour parler à d'autres, pas juste pour s'isoler et rester seul.
Vieillir en région, c'est sûr qu'il y a certaines particularités. La première qui me vient en tête à chaque fois que j'y pense, puis pour avoir aussi, être une fille de région, j'habite en région, à Rimouski, je suis une Rimousquoise d'origine, bien, la première affaire qui me vient à l'esprit, c'est les distances, c'est la grandeur de notre territoire. C'est un élément qui distingue mon vieillissement d'une autre personne qui est plus en centre urbain, par exemple. Une personne aînée qui habite plus loin de ses proches dans sa municipalité ou dans une autre MRC qui fait une chute à domicile, ça peut être long avant de savoir qu'elle a chuté. Il y a de l'isolement social aussi parce que si je me sens moins capable de sortir de la maison pour aller voir des gens que je connais, aller au centre communautaire, au centre de jour, bon, tout ça, ça crée de l'isolement. Je peux avoir plus le réflexe de me replier sur moi-même, surtout si je me dis que j'ai moins la capacité physique de me déplacer. C'est sûr de la question du transport, parce que si on dit distance, ça égale, faut qu'on puisse se déplacer. Du transport collectif dans des petites municipalités, il n'y en a pas. Il n'y a pas le volume, il n'y a pas la capacité à mettre ça en place nécessairement. Donc, la notion de transport entre des personnes, aller chercher des services, etc., va dépendre beaucoup des proches, des personnes proches aidantes qui vont être beaucoup aux premières loges dans la notion de transport là, quand il y a un requis de ce côté-là. Puis, dans des grands espaces, se déplacer à pied, en tout cas, milieu rural, c'est pas une réalité tant que ça, ne serait-ce que pour aller s'alimenter. Donc, ça crée des enjeux, là, même ce qu'on appelle les déserts alimentaires. On est loin de nos sources d'alimentation, là, quand on est plus en milieu rural. Là, je pense plus des gens qui vont vivre, par exemple, sur des rangs là, à ce moment-là. On fait toujours attention pour manger le moins gras possible, manger le moins salé possible. Puis on essaie de trouver des affaires, manger beaucoup de légumes. Le midi, c'est toujours très léger. On va se faire un sandwich comme ça, là. Si un de nous deux était moins autonome, comment on réagirait? Bien, je pense qu'on essaierait de donner ce qu'on peut à celui qui l'est le moins. Ouais. Puis d'essayer d'être le mieux possible ensemble. D'abord, on connaît tous les deux c'est quoi une perte d'autonomie. Oui. Fait qu'on sait qu'est-ce que le besoin que l'autre peut avoir besoin. Dans la quête, disons, d'autonomie que recherchent les personnes aînées, des fois, on va avoir tendance à être très surprotecteur, hyper vigilant, mettre toutes sortes de mesures de protection, prendre des décisions à leur place. Donc, tu sais, d'accorder une réelle voix aux personnes aînées, d'entendre vraiment leurs besoins, c'est de partir vraiment du point de vue des personnes aînées elles-mêmes, de leurs proches, de voir, bien, de prendre le temps de s'intéresser à elles comme personnes humaines, d'abord, entendre leur voix, entendre leurs besoins, puis finalement s'organiser avec ça pour que les services suivent. De quoi a besoin la personne pour rester chez elle, c'est ça son souhait. C'est peut-être pas ce que spontanément, comme intervenant, on a comme réflexe de dire « Ah, ben là, il y a trop, c'est trop dangereux chez elle, on va penser tout de suite à un hébergement dans une ressource ». Bien, il y a peut-être plein de choses qu'on peut faire avant pour sécuriser les lieux, s'assurer que la personne n'est pas en danger, mais respecter son choix qui est de vivre chez elle. On espère d'être autonome le plus longtemps possible puis d'être capable d'être bien dans ça. C'est plus difficile pour nous autres, la nouvelle technologie, parce qu'on n'a pas vécu là-dedans. Ouais. Tu sais, tu prends juste les tablettes, là, on est capable de se débrouiller, mais c'est pas nécessairement évident. Puis tu te dis, ce côté-là, on va cheminer là-dedans, mais on ne sera jamais très habile. Là. On veut bien... Tu sais, je veux dire, il y a des choses qui sont possibles. Bien, si c'est possible, on embarque. Mais sinon, l'autonomie, c'est par nous-mêmes. Bienvenue au laboratoire Domus, si vous voulez entrer. Donc, le laboratoire Domus, en fait, ça existe depuis 2002. C'est un laboratoire vivant. Et l'idée de base, c'est de faire de la recherche sur l'assistance cognitive puis la télévigilance pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. Pour faire ces recherches-là, on a mis en place à l'Université de Sherbrooke un appartement complet qui ressemble à l'appartement de n'importe quelle personne âgée. Fait que si vous passez au salon, dans l'appartement, on ne voit pas les capteurs. L'objectif, c'est d'être le plus discret possible, mais on a des détecteurs de mouvement qui sont placés de telle sorte qu'on puisse savoir l'activité qui se passe dans la maison comme telle. On a aussi
dans la cuisine, dans les portes. Donc, on a des détecteurs de contact qu'on voit en haut, qui nous permettent de savoir si les portes sont ouvertes ou fermées. Ça nous permet de savoir, par exemple, si des gens vont grignoter ou pas, se faire à manger, ou s'ils vont avoir rangé la vaisselle après un repas. Ça permet, par exemple, de dire aider une personne dans son milieu pour se préparer un café, par exemple. Des personnes ils vont avoir des problèmes d'initiation, d'attention, de planification et de mémoire. Première étape, c'est aller chercher la tasse. Donc, on va attirer son attention. Par exemple, ici, sur les fenêtres, on a des filtres qui peuvent devenir transparents. Puis là, on va lui indiquer, ben, tu cherches une tasse. La tasse, elle se trouve ici, en rendant la chose transparente. On peut aussi attirer son attention au niveau des armoires. Ici, il y a un petit filtre. On peut allumer ici et dire, ben, ce que tu cherches, c'est là. Fait qu'on peut prendre des décisions extrêmement locales, dire, bon, la personne commence à se faire à manger, elle laisse le poids sans surveillance, on coupe le courant. Ou encore, on peut se dire, on recueille les données, puis on va analyser les habitudes de repas de la personne sur des longues périodes. On a aussi la chambre qui est équipée. Puis là, on peut voir la personne va faire de l'accompagnement pour la nuit. Par exemple, s'ils ont des troubles cognitifs, ils font de l'errance nocturne. Donc, on va avoir des capteurs qui vont être placés sous les matelas. Et ça permet de savoir quand la personne se lève la nuit, éventuellement d'allumer un chemin lumineux. On la dirige vers les toilettes. On s'assure qu'elle reste aux toilettes. Puis l'objectif, c'est qu'elle revienne se coucher. Fait qu'après, on l'incite à revenir se coucher, s'assurer de ça. Si on pense qu'elle est anxieuse, donc on attire son attention de manière ambiante en allumant une lampe tout doucement dans le salon. Donc, elle va être naturellement attirée vers le salon. On va commencer à faire jouer de la musique. Elle va se calmer. Au bout d'un certain temps, on va lui dire « c'est le moment d'aller se recoucher ». Et tout le scénario, c'est pas juste d'accompagner quand elle se lève, mais aussi quand elle revient se coucher. L'approche multidisciplinaire est vraiment essentielle parce que on s'est aperçu que la technologie seulement, on n'est pas capable de résoudre le problème. L'aspect santé aussi, tout seul, ils ne sont pas capables de résoudre le problème. Ils ont besoin aussi de la technologie. Et puis, il y a aussi d'autres aspects qui sont essentiels. Donc, comment est-ce qu'on développe cette technologie, puis qu'on la déploie en milieu réel? On a vu que nos recherches avaient un potentiel d'utilité pour les gens. Puis notre objectif en tant que chercheur, c'est de les mettre disponibles au plus grand nombre possible, au moindre coût possible. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de préjugés, de croyances, de fausses croyances à l'égard des personnes aînées. Fait que par rapport au vieillissement, je pense qu'on a beaucoup de tendance socialement à voir plus les incapacités, à voir plus qu'est-ce que ça enlève aux personnes que ce que ça leur donne comme opportunité ou comme capacité. Fait que donc, je trouve qu'on a à redorer l'image des personnes aînées. On a à se reconnecter, je pense, puis le monde a besoin de ça actuellement, de se reconnecter sur toutes les connaissances que détiennent ces personnes-là, leurs expériences, leur sagesse. Bref, je trouve qu'on a du travail à faire pour redorer vraiment l'image puis ce qu'on pense des personnes aînées dans notre société. Il y a cette notion que le temps passe et qu'on ne se rend pas compte. Alors, des fois, en fait, on va s'en rendre compte. « Oh, ça, j'arrivais à le faire avant. Oh, ben, je fais un peu comme ça. » Donc, je m'adapte à mon âge, mais il y a toujours, en fait, cette notion que je me sens plus jeune que mon âge biologique. Mais les personnes qui sont victimes de discrimination, les personnes qui ont intériorisé, en fait, les stéréotypes liés à l'âge, là, on va voir que l'âge perçu est beaucoup plus avancé que l'âge réel ou l'âge biologique. Cette différence entre l'âge perçu et l'âge réel, qui est aussi un indicateur de la santé globale de la personne. On aimerait vivre au moins, c'est toi qui l'as dit, au moins centenaire. Centenaire. C'est ça. Péter le feu. Péter le feu. Puis en santé. Ouais. Et pourquoi 100 ans? Bien, ça, c'est le nouveau chiffre à la mode, on va dire. Tout le monde a une chance de se rendre au 100. Chose qu'on n'avait pas avant. Moi, aujourd'hui, si on fait attention en santé, tout devrait. Je te supplie qu'on se rend pas. Tous les deux. Moi, ce qui m'impressionne encore du système de santé, c'est que les humains à l'intérieur,
quand on les laisse collaborer puis travailler ensemble comme humains sans leur mettre trop de barrières, ça fonctionne bien. Puis c'est ça qui reste beau du système de santé, c'est ces liens-là qu'il y a entre les gens, ça fonctionne. Puis on le voit avec la gériatrie sociale, quand on met les individus, les humains entre eux à travailler, à aider une personne, ça fonctionne. Pour finir en beauté. Bon.